Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 novembre et c'est le mug. Hello à tous, bienvenue, j'espère que vous avez la forme ce matin, je suis ravie de vous retrouver. Salut Oleg, salut White Fox, salut Andy76, salut Mini-Marie, salut Samuel, merci de me confirmer que tout fonctionne. Salut Polaire75, salut Poppy 21000, salut Naotech qui est dans la chatroom. J'espère que vous êtes levé du bon pied ce matin, salut Otakiron, salut Météo 077000, salut Cybersecurity, salut Freddy, j'ai toujours tenté de saluer le Nightbot aussi. Salut Ozo Panther, salut Camille, salut Elegan71. J'espère que vous avez la forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Et oui, on est mardi, on continue la semaine tranquillement. Donc moi, j'ai encore la patate. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. En tout cas, on a une petite sélection d'articles ce matin assez variés. Je suis assez contente de moi. J'aime bien quand il y a un peu de tout. J'ai pas forcément de tartines, je vous préviens. Donc j'ai pas forcément de tartines ni série ni musique très très spécifique. Mais on fera du coup un petit camp fac pour discuter ensemble, tranquillou, voilà. Relax ce matin. J'ai mes coéquipiers de live qui ont investi le studio, donc méfiez-vous des turbulences durant le live. Là il va aller jouer, donc on va voir ce qui se passe, mais au niveau coéquipier ça grandit. Désolé, il passait près du clavier et des câbles. Bon, on va voir si on arrive à rester sérieux. Donc, de quoi va-t-on parler ce matin quand même? Donc, petit sommarion, petit, j'en sais rien, mais bon, c'est un sommarion. Donc, on va parler de Twitter. Alors, on en parle un peu toutes les semaines. C'est vrai que Twitter fait l'actualité en ce moment avec son fameux abonnement maintenant payant, Twitter Blue, qui nous fait bénéficier du coup de certaines fonctionnalités. Il continue un petit peu d'enrichir l'offre. Et donc, cette fois-ci, il y a la fonctionnalité du service qu'ils avaient racheté cette année, Nuzzle, qui vous permet d'avoir les top articles, donc d'avoir accès à des top articles de votre réseau, etc. Donc il y a ça, ils ont annoncé encore l'achat d'une autre société qui s'appelle Threader, donc comme son nom l'indique, qui vous permet de profiter d'une expérience pour lire les threads, vous savez, ces fils avec plusieurs tweets pour débattre d'un sujet ou aller un peu plus en profondeur sur un sujet, donc de les consulter et de les consommer de manière un peu plus optimale, un peu plus agréable. Donc tout ça, ça va faire partie de l'expérience Twitter Blue. Et on a quelques personnes qui commencent à se poser la question, est-ce que Twitter n'est pas en train de mettre derrière un paywall, derrière un abonnement, des fonctionnalités de base qu'on devrait avoir, ou avoir dans une certaine mesure, sur une formule gratuite. Donc en gros, ça râle. Donc je dis pas que ça râle à tort ou à raison. Voilà, moi je peux me plaindre moi personnellement, mais honnêtement je suis pas capable de vous dire si ça fait sens ou pas d'un point de vue business. Je suis pas assez dans les petits papiers de Twitter pour ça, mais ça m'intéressera d'en parler justement avec vous dans la chatroom pour savoir ce que vous en pensez. Donc voilà pour Twitter, on continue l'actualité avec eux. Ensuite, après Twitter, on fera une partie Microsoft qui aime pas trop qu'on n'utilise pas son navigateur Edge. Pour la faire courte. Et donc du coup qui fait un peu du forcing quand certaines sociétés trouvent des petits hacks, et notamment de pouvoir utiliser le start menu, vous savez, le menu sur Windows 11 qui vous permet pas d'utiliser Edge, mais d'utiliser un autre navigateur, notamment celui par défaut que vous auriez utilisé, ça plaît pas trop à Microsoft. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être le problème de Microsoft, pas forcément le problème des membres ou des utilisateurs. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne technique de forcer les gens à utiliser un navigateur qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas dans un premier temps? Donc voilà, petit débat intéressant, mais c'est assez rigolo pour nous, moins rigolo pour Microsoft, et pour les utilisateurs Windows, évidemment. Et d'ailleurs, s'il y a des utilisateurs Windows dans la chatroom, ça serait intéressant d'avoir votre expérience à vous, évidemment. Et puis, on continuera avec l'actualité phare de Microsoft qui était hier, donc 15 novembre. Qu'est-ce qui se passait ? Ça marquait les 20 ans
20 ans de Xbox, rien que ça quand même. Donc ça vaut un peu le coup de revenir un petit peu sur l'histoire de Xbox, par quelles étapes ils sont lancés, pourquoi ils se sont lancés alors que le marché était largement dominé par Sony et Nintendo à l'époque. Donc on en parlera un petit peu ensemble, de vos souvenirs peut-être. Moi j'ai pas trop de souvenirs, un petit peu, parce que quand j'étais petite on avait eu une des Xbox, je crois qu'on avait eu la 360, mais j'ai jamais été super console, donc voilà, enfin, j'ai jamais été une grande gameuse, mais je pense qu'on a peut-être tous des souvenirs un peu liés quand même à Xbox de Microsoft, donc ça serait intéressant d'en parler. Et surtout, on terminera sur c'est quoi le nouveau chapitre Xbox ces derniers temps, parce que c'est assez excitant toute l'actualité qui tourne autour de Xbox et le Game Pass, etc. Voilà. Et donc on continuera à prendre des nouvelles, cette fois-ci du côté de Apple. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Apple? Eh ben, ils se font un peu taper sur les doigts en ce moment. Excusez-moi, je sais pas si je vous montre, mais j'ai un chat qui est en train d'escalader un laptop pour monter sur l'installation des lights de Jérôme. Et sur la dernière étagère, excusez-moi, je suis obligée de vous montrer ça parce que c'est pas très bien, parce que du coup ça vous fait voir l'installation chez nous. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça avant qu'il parte? Je ne sais pas. Non, il est déjà parti. J'essaierai d'être plus rapide la prochaine fois. Il était vraiment sur ses deux pattes arrière, debout, à essayer de grimper au-dessus de l'ordi. C'était quelque chose. Excusez-moi, je me suis laissée distraire par mes saboteurs, hein, plus que co-animateurs, on va dire. Et donc voilà, donc Apple se fait taper sur les doigts. Quel sujet? Donc plusieurs sujets, hein, parce que ça serait trop simple d'en avoir qu'un. Je sais pas si vous avez vu la news, mais en gros, Apple a été un peu pointé du doigt pour tenter de faire des publicités sur des applications pour mener les outils. Je suis désolée. Ce matin, c'est l'acrobatie dans le bureau. Donc, on a eu un bond du bureau de Jérôme qui est ici jusqu'au haut de l'étang. Je suis désolée. On a un acrobate. Je vais pas vous montrer l'étendoir parce que bon, c'est pas très intéressant de voir notre linge étendu, mais voilà. Donc avis à Jérôme dans la chatroom s'il souhaite récupérer l'acrobate en haut de l'étendoir. Il est en train d'observer par la fenêtre. Je vais pas y arriver, je sens ce matin. C'est très très compliqué. Donc voilà, donc Apple a été accusé. Oh là là. Apple a été accusé du coup de faire des publicités qui redirigeaient vers l'App Store pour les applications présentes sur l'App Store pour court-circuiter les tentatives d'abonnement directement sur le web pour évidemment que les éditeurs ne soient pas pénalisés entre guillemets avec la part qu'Apple prend dans l'App Store. Voilà. Excusez-moi, il y a une opération... Une opération de modération qui est en train d'arriver dans le bureau pour sortir le chat. Oh, je vais pas y arriver, je suis en train de pleurer là. Je suis désolée, c'est pas du tout sérieux, hein, pas du tout professionnel ce matin. Du coup, ça me fait pleurer. Oh là 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 là. Eh ben oui, ça c'est du Sommarion. Hein. Je suis pas rendue. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Suspense. Donc voilà, donc ils ont été accusés de ça. Ils essayent tant bien que mal de se défendre. Vous me direz si c'est plutôt bien ou plutôt mal. Et puis l'autre élément sur lequel ils se sont fait taper. Je vais pas y arriver. Le chat est revenu dans la place. Et donc l'autre élément sur lequel ils se sont fait taper, là cette fois-ci c'est plutôt auprès de leurs employés, où en fait ils forçaient certains employés ou les employés à rester après leur shift, leurs heures de travail, pour être contrôlés, et notamment les sacs contrôlés, etc. Donc récupérer leurs biens pour rentrer chez eux, pour éviter les vols d'appareils Apple, voilà. Et donc du coup, ça leur faisait 45 minutes des fois d'attente après la fin de leur travail ou la fin de leurs horaires, et là-dessus, ils n'étaient pas payés. Donc du coup, voilà, ils se sont fait attaquer en justice. Et Apple a trouvé donc un accord et a accepté donc
de payer 30 millions de dollars pour clore un petit peu l'affaire. Voilà en ce qui concerne Apple qui se fait taper sur les doigts. Mais c'est pas fini avec Apple et cette fois-ci c'est avec TikTok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez peut-être vu et vous rappelez peut-être de la keynote présentant les nouvelles fonctionnalités d'iOS 15. Eh ben, il y avait notamment dans les nouvelles fonctionnalités la fonctionnalité SharePlay qui vous permettait de partager des séries télé, des jeux, etc., de la musique avec une autre personne à travers FaceTime. Donc c'était vraiment ça, SharePlay, de faire l'expérience ensemble de contenu à travers FaceTime. Et cette fois-ci, c'est Snapchat qui se lance un petit peu dans la partie, qui met en place la fonctionnalité de SharePlay dans TikTok. Et donc, on verra ensemble sous quelle forme ça se passe. On a testé hier soir avec Jérôme, donc on pourra vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé. Ou en tout cas, moi, je dirais ce que j'en ai pensé, pas Jérôme, parce qu'il n'est pas là. On n'a rien vu. Et puis, on terminera, si on a le temps, parce qu'il est déjà 8h11 pour le Sommarion, on parlera peut-être d'une avancée un peu de makers du côté de la santé, avec la communauté qui est atteinte de diabète, qui se serre les coudes ensemble et trouve des astuces pour simplifier leur quotidien. Alors là, on s'adresse plutôt à des diabétiques type 1 qui ont besoin de réguler leur taux de glucose avec de l'insuline, de l'injection d'insuline. Et ben on verra comment plus facilement pouvoir lier à la fois le monitoring de niveau de glucose et le déclenchement de l'injection d'insuline de manière automatique, ce qui n'est pas quelque chose qui était forcément très très évident à faire ou très accessible sur le marché. Et là, justement, la communauté, en tout cas de personnes atteintes, elle s'est motivée, à défaut de l'industrie médicale. Bon, pas que, hein, mais voilà. Et donc on verra qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et puis dernière news, parce que ça faisait un petit peu la une. On sent que les Américains étaient un petit peu énervés ce matin, et peut-être quand même à raison. Il y a eu un test de missile anti-satellite qui a été fait par la Russie hier et qui a donc explosé avec succès un des satellites russes qui était donc visé dans ce test anti-satellite, mais qui a créé un nuage de débris justement en orbite autour de la Terre qui, a priori, c'est même pas a priori puisque ça a été confirmé, a croisé le trajet de la station ISS. Malin! Et donc du coup qui a déclenché une mise en sécurité des astronautes, les 7 personnes qui sont actuellement dans la station internationale spatiale. Donc voilà. Bien joué. Donc ça, c'est les Russes qui faisaient leur test. Donc on terminera là-dessus. Voilà pour le Sommarion. Vous avez vu, hein, un Sommarion bien riche, bien dodu. Un co-animateur en mode veille tranquillement sur le bureau. Donc a priori, on est tranquille, on a le feu vert. On peut commencer. Et voilà, donc on peut commencer tranquillement avec le premier article. Et comme je vous le disais lors du Sommarion, dodu, c'est quand même un mot magique. J'aime bien ce mot, à chaque fois je le sors, quand j'ai je pourrais dire charnu aussi. Mais bon voilà, dodu c'est un peu plus léger, ça fait un peu plus envie. Voilà. Voilà. Donc on commence tranquillement le kawa avec Twitter Blue, un petit peu des news. Donc vous le savez, Twitter Blue, hein, la version payante de Twitter, s'est lancée récemment. J'ai pas l'impression que ça soit disponible. À chaque fois, je crois que je pose la question. Hein. Je pense pas que ça soit disponible en France parce que je l'ai pas vu. Tout simplement, j'ai vu aucune pub, rien du tout. Donc je suppose que du coup, si j'ai pas vu de pub, pour l'instant, c'est pas lancé en France. Ça serait logique hein, qu'il se lance plutôt en premier sur le marché américain pour tester. Non, ça n'a pas l'air disponible. Hein, je vois rien là-dessus. Donc c'est pas encore disponible en France. On me dit, cybersécurité me dit que c'est disponible au Canada et en Australie, que sur iOS. Oui, c'est ça. Donc que sur iOS, a priori. Et donc, qu'est-ce qui se passe c'est que, justement, Twitter avait fait l'acquisition de Nuzzle.
qui était un service qui était géré par la société Scroll, qui a été racheté par Twitter plus tôt cette année, et qu'ils ont fermé. Ils ont fermé le service pour tout simplement intégrer la fonctionnalité de Nuzzle directement dans leur offre Twitter Blue. Donc qu'est-ce que c'est la fonctionnalité de Nuzzle ? C'est tout simplement de créer un espèce de sélection d'articles les plus populaires, en tout cas sur Twitter, et pour les abonnés Twitter Blue, c'est-à-dire qu'a priori ça va prendre les articles les plus populaires dans la timeline, dans votre timeline à vous en tant qu'utilisateur Twitter. C'est bon, là j'ai mes 2 co-animateurs dans la place. On est parés. Du coup, je vais vous les montrer. Je me suis ratée tout à l'heure, donc je vais quand même vous faire un moment chat pour les fans de chats ce matin quand même. Ça serait dommage que je vous en fasse pas profiter. Ce moment de mignonitude dont j'ai du mal à... et que j'ai pas branché l'iPad, donc ça va pas marcher. Hop. Est-ce que je vais y arriver ? Et donc... Voilà. Donc un chat, donc ça c'est l'acrobate de l'étendoir tout à l'heure. Et puis le second derrière qui est pensif. Ici, là. Voilà. Donc voilà. Là, c'est un peu fatigué, c'est le matin. Après la première séance de jeu, c'est fatigué. Voilà. Voilà, vous avez eu le petit... Mais ils sont toujours tous les deux. Oui, ils sont assez fusionnels, oui. Flonflon, c'est difficile d'en avoir un sans l'autre. C'est quand même 2 frères qui ont passé tout leur temps ensemble, ouais. Allez, je fonds. Ouais, tu fonds quand ils font pas de bêtises. Tu les aurais vus hier soir en train de faire toutes les bêtises du monde. Ça serait un autre délire. Alors que t'essayais tant bien que mal de préparer ton mug. Mais non, ils sont délicieusement insupportables, on va dire. Comme des adolescents de chats. Un trop plein d'énergie à dépenser. Donc voilà en tout cas pour Twitter Blue, et donc ils ont mis cette fonctionnalité de top articles disponible du coup dans l'application pour les abonnés Twitter Blue. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup certaines personnes, et là c'est un article de The Verge notamment, qui commencent à se dire non mais on dirait un petit peu que Twitter essaye de mettre derrière son abonnement des fonctionnalités dont les gens auraient pu avoir besoin avant, enfin sans payer quoi. Évidemment, alors c'est compliqué de définir une formule d'abonnement et une formule un petit peu premium d'un service, et quel type de fonctionnalité doit être accessible gratuitement et quelles autres fonctionnalités ne doivent pas être accessibles gratuitement. À la fois, vous devez définir une offre qui est suffisamment intéressante pour convertir les gens, et ici, clairement, il s'adresse à des power users de Twitter, puisqu'en fait, vous n'avez pas plus de contenu. C'est pas une question d'avoir plus de contenu, c'est pas une question d'avoir, je sais pas moi, des fonctionnalités pro pour gérer vos tweets, c'est plutôt pour avoir une expérience optimale de Twitter. Et donc du coup, ils récupèrent un petit peu tous les services alternatifs qui s'étaient un peu greffés sur Twitter. Donc on avait Nuzzle, on a Threader dont on va parler, qu'ils viennent de racheter, enfin d'annoncer qu'ils venaient de racheter, qui permettent d'optimiser en fait l'expérience de Twitter qu'ils essaient de mettre derrière un paywall. Je comprends, je comprends aussi la critique que ça donne un peu l'impression de mettre des fonctionnalités qui étaient auparavant gratuites derrière un abonnement. J'ai envie de vous dire, Threader avait déjà un abonnement, une formule d'abonnement. Mais voilà, je me demande aussi si le fait que les gens râlent ne vienne pas du fait que pendant trop longtemps, peut-être, Twitter a été gratuit. Il y a ça aussi. Et du coup, on a du mal à intégrer la notion que Twitter, aujourd'hui, a une version payante et à comprendre la justification après tant d'années de formules gratuites. Et là, je pense que ça a été un des gros problèmes de Twitter, et on en a déjà parlé ensemble. Ils ont mis bien trop de temps avant de commencer la monétisation de leur service. Et donc, ils ont habitué les gens à en profiter sans rien.
Alors Flonflon, tu me dis, comme pour YouTube Premium. Je suis pas aussi... mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce que YouTube Premium est arrivé super tard, clairement. Voilà. Mais là où il y a quand même une différence avec YouTube Premium, c'est qu'en fait, tu bénéficies de ne plus avoir de pub lorsque tu regardes du contenu YouTube Premium. Ce qui n'est pas le cas avec Twitter. Et oui, c'est-à-dire que Twitter... Vous allez quand même continuer à avoir des posts sponsorisés dans votre timeline Twitter. Par contre, vous avez certains partenaires avec Twitter, des éditeurs de contenu, de sites, d'articles, etc., qui ont fait un partenariat avec Twitter et qui vont du coup enlever leur publicité lorsque vous consultez un de leurs articles depuis Twitter. J'arrive même plus à parler. Mais du coup, dans Twitter lui-même, vous allez quand même continuer à avoir des pubs. Ce qui est un petit peu foutage de gueule, c'est mon avis. Autant YouTube Premium, je peux comprendre. Et je peux vous dire que maintenant, moi, j'ai plus YouTube Premium. C'est quand même super lourd d'avoir 3 pubs avant chaque vidéo. Donc ça me dissuade un petit peu d'utiliser YouTube, presque. Mais en tout cas, Twitter, il y a quand même cette notion-là que les pubs sont pas enlevées partout, qui fout un peu la haine. Après, voilà, c'est pas les seuls à le faire. Pour ceux qui ont regardé un peu Apple TV, par exemple, Apple TV fait la promo de ses propres programmes avant que vous regardiez un programme à eux. Voilà, donc Amazon Prime aussi fait ça. Moi, ça m'agace. Moi, ça m'agace parce que je paye déjà pour le service. Pour choisir ce que je veux, c'est pas la peine de me faire la pub d'autres choses, j'irai le trouver moi-même. Mais bon, c'est quand même une bonne manière aussi de découvrir les contenus évidemment présents sur la plateforme, comme des trailers, etc. Ça passe un peu mieux, je trouve, sur des applications de divertissement plutôt que sur des services du type Twitter. Mais ça, ils y sont pour rien. Je suis prêt à payer s'il n'y a plus de pub et un edit de tweet. Eh ben, t'as presque ça, Flonflon, presque ça, puisque du coup, tu bénéficieras de l'edit de tweet avec Twitter Blue, et tu n'auras plus de pub sur certains partenaires de Twitter. Tu sais, la proposition de valeur un peu bancale, tu sais. Donc, je suis vraiment méchante ce matin. Je fais pas exprès d'être méchante, mais c'est vrai que ça paraît un peu bancal comme proposition. Et donc du coup, pour terminer sur Twitter, comme je vous le disais, donc ils ont annoncé qu'ils avaient racheté l'application iOS Threader, qui donc vous permet de profiter d'une expérience optimale en fait de lecture de tweets. Je vous montre un petit peu les screenshots de l'application. Donc d'ailleurs ils avaient été promus app du jour par l'App Store, et donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble un petit peu aujourd'hui. Donc vous avez des threads que vous pouvez lire un petit peu sous forme d'articles tout simplement, donc c'est quand même plus agréable plutôt que de lire donc là vous voyez par exemple sur le screenshot du milieu 4 sur 7, ça sous-entend qu'il y avait 7 tweets pour former du coup la réflexion de l'utilisateur EFF ici sur ces tweets. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et comme je vous le disais, ça rejoint vraiment cet effort donc d'optimiser votre expérience sur Twitter. Payer pour ça, c'est useless. À voir, je pense qu'ils font le test. Ils font le test. C'est difficile de savoir d'anticiper le pourcentage d'utilisateurs qui vont être prêts à payer. Et vu la masse d'utilisateurs de Twitter, si ils ont 1% d'utilisateurs de Twitter qui payent pour ça, peut-être que ça suffit. Et c'est déjà beaucoup, parce que voilà, c'est quand même beaucoup. Peut-être que ça suffit. Je sais pas, je connais pas les métriques. Les données et les métriques de Twitter en détail. Donc en fait, je vous fais que des hypothèses ici. Évidemment, non. Là, tu te couches pas sur l'iPad quand je fais la présentation du mug. J'ai un chat qui veut être la star ce matin. Saboteur en puissance. Donc voilà. Donc je connais pas les métriques, donc c'est difficile de vous dire exactement quel pourcentage d'utilisateurs ils auraient besoin pour convertir en payant. Mais finalement, ils ont peut-être pas besoin de tant que ça. Et les utilisateurs power users, utilisateurs intensifs du coup de Twitter, ils existent, on le sait. Je ne trouve pas les threads si relous à lire sur l'application Twitter. Non, Flonflon, moi non plus. Mais
Mais j'ai envie de te dire, je passe beaucoup moins de temps sur Twitter aujourd'hui que je ne faisais il y a peut-être quelques années, il y a peut-être 2-3 ans. C'est peut-être triste pour eux, mais en fait, j'ai eu beau faire attention aux personnes que je suivais sur Twitter. Mon fil Twitter est quand même des fois devenu un peu à tendance toxique, c'est-à-dire poussé à la provoque, à l'outrage, etc. Et moi, ça me fatigue. Y a pas beaucoup de discussions constructives. Alors du coup, maintenant, dès que je vois un tweet qui me déplaît, je unfollow. Donc je suis un peu moins intransigeante. Et du coup, ça me demande un effort parce que j'essaie de cleaner un petit peu mon fil d'actualité. Mais c'est vrai que j'utilise moins qu'avant. Je pense que j'aurais pu être intéressée à un moment donné où j'utilisais de manière vraiment intensive pour plusieurs usages, pour de la veille, design, tech, etc. C'est moins le cas aujourd'hui, clairement. C'est quoi Twitter? On a des trolls dans la chatroom. Moi, je veux bien payer, mais dans ce cas, il ne faut plus de pub du tout et que mes données ne soient pas utilisées. Jérôme, déjà, je pense que tu peux opt-out, choisir de te retirer des données utilisées, c'est-à-dire de la pub ciblée ici. Tu peux demander à ce que Twitter ne suive pas tes activités, donc ça, tu peux le faire dès maintenant. Et en effet, je suis d'accord avec toi sur le fait de ne plus avoir de pub du tout. C'est, comme je disais tout à l'heure, ça paraît un peu bancal aujourd'hui, leur proposition. Euh, Ça, c'est vrai, je fais comme toi, unfollow dès que c'est toxique, mais ça en vient à un point où je vais supprimer tous les comptes que je suis. Ouais, j'espère que c'est pas le cas pour moi. Mais c'est clair que des fois, bon, t'as un tweet parce qu'une personne est énervée, va retweeter un peu rapidement. Voilà, écoute. J'essaie de suivre des personnes un peu plus feel good, un peu plus relax, et à la rigueur qui vont partager des réflexions, mais pas pour jeter la pierre, mais plutôt pour apporter matière à réflexion. Je trouve ça plus intéressant. Voilà. Euh, les espèces de débats pas constructifs, ça m'intéresse pas trop. Ça fait perdre du temps, je trouve. Voilà en tout cas pour Twitter. Donc on verra, hein, je pense que dans les mois à venir, on va voir un petit peu leurs tests, du coup, dans les pays où ils se sont lancés. Donc cybersécurité, il nous disait tout à l'heure qu'ils se sont lancés aux États-Unis, Canada et Australie. Donc on va voir, et ils vont apprendre évidemment de leur première itération. C'est juste le début hein, de la monétisation de Twitter. Donc ils sont en train d'apprendre. Hein. Donc je suis assez intéressée de voir ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Je suis jamais accroché à Twitter, je dois être trop vieux, mais tant mieux, c'est une addiction en moins. Steph Sharks, ne t'inquiète pas, on est tous les vieux d'un service. Et moi, je peux te dire que Snapchat... Non, c'est pas... Oui, si, Snapchat, ça en fait partie. Snapchat, je suis toujours larguée, je l'ai jamais utilisé, je pense que j'utiliserai jamais. Je suis pas traumatisée par le fait de ne pas l'utiliser. Après, on pourra parler de TikTok, que j'utilise un peu plus, mais plus en mode curiosité que vrai usage, et on va en parler justement tout à l'heure. Donc tu vois, on est tous largués à un moment donné, où on n'est pas dans la cible, où on comprend pas pourquoi c'est intéressant, et c'est ok en fait. On peut pas tout utiliser non plus. Hein. Voilà. On continue avec une petite news qui concerne Microsoft. Microsoft qui essaye désespérément de faire adopter son navigateur Edge. On dirait presque un sketch, pour être honnête. Alors, la petite histoire, qu'est-ce qui se passe, pardon. Microsoft a prévu de mettre à jour Windows 11 pour empêcher le contournement que certains services ont mis en place et que certains utilisateurs ont adopté, c'est-à-dire d'utiliser le menu Start de Windows 11 pour pouvoir accéder à des résultats de recherche dans un navigateur autre que Edge. Parce que, bien évidemment, la volonté de Microsoft ici, c'est d'utiliser les recherches dans le Start menu avec leur navigateur Edge, parce que c'est leur service, et que c'est lié du coup à l'OS ici de la machine. Mais en fait, il y a eu des petits malins qui ont trouvé une alternative, notamment le service Edge Deflector, qui a trouvé un petit peu ce trou dans la raquette dans l'interface, et en tout cas l'OS de Windows 11, qui me permet tout simplement de contourner l'obligation d'utiliser Edge et de pouvoir utiliser un autre navigateur à la place, notamment peut-être le navigateur que vous avez choisi par défaut.
Ce qui paraît intéressant. J'ai envie de vous dire, j'utilise pas d'appareil Windows. Voilà, j'ai pas d'ordinateur Windows, mais j'aime bien rester là où je suis bien. C'est-à-dire que si j'ai adopté un navigateur, j'aimerais bien que ce soit ce navigateur qui soit utilisé par défaut partout sur ma machine. Et donc du coup, c'est assez logique. Et donc on avait notamment des sociétés comme Mozilla et Brave qui avaient prévu notamment l'implémentation d'un contournement similaire qui permettrait du coup à des utilisateurs qui ont défini Brave ou Firefox comme navigateur par défaut, de pouvoir du coup l'utiliser directement dans le start menu, et ça plaît pas trop à Microsoft. Et j'ai envie de vous dire, en tant que société, est-ce que bah évidemment, en fait, il faut toujours équilibrer les besoins business et les besoins utilisateurs. Mais empêcher, mettre des bâtons dans les roues dans l'expérience de l'utilisateur, qui, je vous le rappelle, utilise quand même une machine Windows, juste pour forcer l'adoption d'un navigateur Edge, c'est quand même gonflé, je trouve. Voilà. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom? Est-ce que vous pensez que c'est faire, c'est juste, parce que de toute façon, c'est une machine Windows, et donc ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent dessus. Ça a été prouvé que c'est pas vraiment le cas, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dessus, mais ou vous trouvez ça abusé? Moi je suis la team abusée. Manon nous dit, il faut que les gens passent à Edge. Est-ce que toi, tu es une défenseuse de Edge? Ou est-ce que tu es en train de décrire ce qui se passe? Internet Explorer doit être abandonné. Oui, je pense que là, on est tous d'accord. Manon, t'auras pas de difficulté à avoir des personnes dans ton camp ici. Cybersécurité nous dit... Ah, attendez. À niveau matériel, il est assez souvent le message disant que ça allait... Ah, attends. Je crois que j'ai pas compris ton message là. Niveau matériel, il est assez souvent le message disant que ça ne l'est pas, c'est souvent un souci matériel. Attends, tu réponds à un autre message. Cybersécurité, en tout cas, team abusé. J'aime bien le hashtag. J'utilise pas Edge ni Firefox car je trouve qu'ils ont trop de bugs et pas très fiables à mon goût. Oui, mais chez Noah, si tu pouvais garder le navigateur que toi, t'as l'habitude d'utiliser, c'est tout le monde est gagnant. Enfin, tout le monde est gagnant. Pas Microsoft, mais toi et les autres navigateurs, clairement. J'avoue, je donne mon avis, mais j'ai pas du tout écouté. Merci pour ta sincérité, Manon. Elle nous dit, je suis sur Mac et j'utilise Firefox. Moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Chrome et Safari. Sur mon Mac, je fais tout ce qui est pro sur Chrome et tout ce qui est perso sur Safari. Je compartimente. J'utilise Chrome, abusé, mais il faut bien qu'ils remplissent leur big data. Mozilla, on a doucement accepté l'argument qu'on n'est plus maître de nos machines. Ah, j'ai pif. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord. Surtout une machine Windows où on aime bien quand même avoir le contrôle. Excusez-moi, j'ai mon smartphone qui n'est pas sur silencieux. Je suis pas tout à fait d'accord. Apple, oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'acceptes de faire un compromis pour avoir une qualité d'expérience optimale, mais du coup de ne pas avoir le contrôle comme tu veux parce que tu peux pas tout customiser. Et donc du coup, Apple fait des choix pour toi. Mais sur des machines type Android ou Windows, ou même Windows, tu vois, tu pouvais monter les PC toi-même, t'attends d'avoir un contrôle, et du coup, t'as une certaine complexité, mais t'as aussi la liberté qui vient avec, quoi. Là, c'est un peu moins vrai. Oui, c'est ça, Apple ferait la même chose, peut-être, ouais. Après, si Apple faisait ce qui est un peu le cas, on dirait que c'est cool parce que c'est pour la sécurité des clients. Après, je comprends qu'on soit outré parce que c'est bien la possibilité de faire un peu ce que l'on veut, que l'on cherche chez Windows. Exactement. T'as exactement résumé ma pensée, Flonflon. Tout à fait, tout à fait. Voilà, en tout cas pour Microsoft. Mais on a fini de taper un peu sur les doigts de Microsoft parce qu'on les aime bien quand même, Microsoft. Et notamment, on les aime bien grâce à Xbox. La transition de merde. Vous pouvez le dire. Mais pourquoi je vous parle de Xbox? Bah tout simplement, hier, 15 novembre, marquait les 20 ans
d'anniversaire de l'arrivée de la Xbox sur le marché, ce qui est quand même assez important. 20 ans d'innovation, de succès, d'échecs, on va en parler, ou de boulettes sur le chemin. Mais voilà, c'est intéressant de reparler un petit peu de ce qui s'est passé. Et du coup, il y a un super article que je vous recommande. Je vous en ai mis deux, un en français et un en anglais. Mais je trouve que celui en anglais est beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux écrit. Donc si vous êtes à l'aise, allez-y. Donc c'est un article de protocole que j'ai vraiment trouvé extra, qui nous fait un petit peu l'historique de la Xbox et les différentes étapes clés en fait de l'histoire de la Xbox, mais de manière assez digeste. Hein. C'est pas non plus un article qui fait 3 km de long. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il remet dans le contexte de ce qui s'est passé à l'époque. Rappelez-vous, on rembobine un petit peu à la fin des années 90. On a donc un marché qui est largement dominé par les deux sociétés japonaises Nintendo et Sony, qui sont vraiment complètement dominants à la fin des années 90. On a du coup dans l'espèce de cimetière des sociétés de jeux vidéo ou de consoles en tout cas, on a notamment Sega avec Genesis, Saturn et Dreamcast qui n'ont pas fait forcément long feu, ou en tout cas qui n'ont pas perduré après 2001. On a aussi la Neo Geo et la Atari Jaguar qui n'ont pas survécu. Donc toutes ont dit au revoir, ou en tout cas ont baissé les bras après 2001. Donc voilà, donc il restait pas grand chose ici dans le paysage des consoles en tout cas, et c'était un marché, comme je vous le disais, largement dominé par Sony et Nintendo à l'époque. Et là-dessus, le CEO Bill Gates, à l'époque, le CEO de Microsoft, donc avait fait une entrevue avec le CEO de Sony, Nobuyuki Hidei, et ils avaient notamment proposé d'utiliser les outils Microsoft pour la PlayStation 2. En tout cas, Gates essayait d'entrer sur le marché et de faire valoir la position des PC ici, ou des composants PC, pour le marché des consoles. Pourquoi ? Tout simplement parce que les chiffres, on voyait en fait dans la consommation que les consoles commençaient à prendre des parts de marché sur le marché PC. Hyper intéressant ici d'observer un petit peu la tendance et de se dire il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la tête a priori de Bill Gates. C'est pour ça qu'il avait rencontré du coup le CEO de Sony, et en bon CEO, il avait un peu rejeté l'offre en bon CEO, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait rejeté l'offre et la collaboration avec Microsoft pour rester sur ce qu'il connaissait. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il avait lancé. Et là-dessus, du coup, Bill Gates s'est mis en tête on va explorer quand même ce projet de console de salon. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut faire le pont avec Microsoft, ou en tout cas le marché PC ici. Et donc c'est là qu'ils ont commencé à réfléchir à du coup une console qui utiliserait des composants PC, qui irait plus loin en pensant aux possibilités et aux fonctionnalités PC. Qu'est-ce que ça pourrait permettre pour les gamers dans le salon. Donc ça, c'est hyper intéressant. La première Xbox qui s'est lancée, c'était donc... elle avait été annoncée aux alentours de 99, mais elle avait été disponible en France en mars 2001, environ à peu près. Et elle avait été lancée en fin 2020 dans les autres pays, en tout cas officiellement annoncée. Mais c'était en mars 2001 plutôt en France. En tout cas, le prix à l'époque de Microsoft pour la première Xbox, c'était $299 en termes de prix de vente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle coûtait à produire $425. Donc là, ils ont fait un gros pari. C'est-à-dire, on va faire le pari de le vendre à perte pour pouvoir se positionner en frontal avec Sony et Nintendo, pour pas avoir des prix trop différents, ou voilà, pour pouvoir se positionner un petit peu sur le marché, ce qui a mené à une perte de 4 milliards de dollars pour la première Xbox, mais par contre qui a permis à Microsoft de se faire une place tout simplement au sein du marché des consoles de salon. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Vous voyez un petit peu que dans la stratégie business, c'est pas complètement déconnant des fois de faire un pari avec une perte
à l'origine pour se lancer sur un marché, pour être plus compétitif, et ensuite de pouvoir continuer à investir et stabiliser un petit peu sa position sur le marché, et ensuite réussir à amoindrir les pertes jusqu'à devenir bénéficiaire, etc. etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. L'autre coup de génie ici de Microsoft pour la première Xbox, c'était l'exclusivité du jeu Halo. Vous savez, ce first-person shooter, voilà, qui était donc du studio à l'origine, qui avait été conçu par le studio Bungie, basé à Chicago. Donc là aussi, très très bon coup, puisqu'ils avaient annoncé le lancement de la Xbox, avec en même temps le lancement du jeu Halo, qui avait créé vraiment beaucoup d'attentes et qui avait permis de drainer pas mal d'utilisateurs sur la première Xbox, et qui s'était vendu à 81 millions d'unités à ce jour en tout cas, en termes de chiffres. Après, on avait donc l'âge d'or de la Xbox, notamment avec la Xbox 360 qui a été lancée en 2005, qui a été moins chère que la PlayStation 3 de Sony. Donc elle a été moins chère et puis lancée un an avant. Joli coup ici, puisqu'ils ont carrément coupé l'herbe sous le pied à Sony en la sortant avant et en cassant les prix. Donc là, j'imagine un petit peu la tête de Sony à l'époque quand ils ont vu un petit peu ce qui se passait, mais ça a permis vraiment d'établir les Xbox 360 comme quelque chose d'incontournable, et même d'aller être présent sur le marché japonais, ce qui était quand même étonnant, parce que le marché japonais n'est pas un marché super ouvert. Quand ils ont des sociétés japonaises qui font des consoles, ils sont pas très ouverts du coup aux sociétés américaines, ou en tout cas étrangères, qui viendraient concurrencer leurs propres produits. Donc là, chapeau d'avoir réussi aussi à s'insérer sur un marché aussi fermé. Et donc du coup, surtout aussi le succès de la 360, c'est que ça a ouvert l'ère du multiplayer sur la console, et multiplayer en dehors du salon, puisque c'est l'arrivée de Xbox Live, qui vous permet donc de bénéficier donc d'une connectivité sur la box, et de pouvoir jouer entre guillemets en réseau, en ligne, avec des joueurs qui ne sont pas dans le même salon que vous, ce qui était un peu la limitation des consoles, en fait, jusqu'ici. Et donc, on avait à la fois le multiplayer, la notion de online qui était mis en avant, etc. Et donc, on avait encore ici des gros hits en termes de jeux dont la publicité avait été faite. On avait Call of Duty, Epic, Gears of War. On avait de nouveau Halo, mais cette fois le numéro 3. Donc c'était vraiment aussi tout un marché pour les jeux indie, les jeux indépendants ici, qui s'ouvraient en tout cas pour Microsoft, et donc ce qui permettait de télécharger directement le jeu sur le disque dur de la console, et de pas forcément avoir les CD et compagnie. Voilà, donc ça a été un succès. L'autre revers ici que Microsoft a vu avec ce lancement précipité, c'est notamment le Red Ring of Death, qui aurait pu signer l'arrêt de mort. Excusez-moi, j'ai des chats qui se couchent sur le clavier. L'arrêt de mort de la Xbox aussi, un gros danger, puisqu'en fait, en se lançant très rapidement, il y a eu un problème gravissime, j'ai envie de vous dire. Vous le connaissez, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer, mais les données montrent que le nombre de consoles qui auraient été affectées par ce problème pourrait être de 23% à 54%, ce qui est énorme. Même, j'ai envie de vous dire, 23% c'est déjà énorme, 54% c'est incroyable. Et donc du coup, qui aurait pu donc signer l'arrêt de mort de la Xbox, de l'initiative Xbox, mais heureusement, on a eu donc Peter Moore, qui a proposé un plan pour dédommager et rappeler les consoles qui étaient qui mouraient, entre guillemets, qui étaient victimes de ce problème-là, et de les remplacer, ou en tout cas de dédommager les utilisateurs, ce qui a permis de passer outre ça et de ne pas complètement tuer la division Xbox, même si encore une fois, ça a coûté 1,15 milliard de dollars à réparer comme erreur. Donc attention quand on se lance trop vite, surtout le hardware, ça coûte cher quand on se plante. Voilà, et puis après, en 2013, donc on a eu un petit peu le flop, alors que Nintendo était déjà un peu distancé à l'époque suite à l'échec de la Wii U, du lancement de la Wii U qui n'avait pas eu le succès qu'on attendait, ou en tout cas que eux attendaient, Nintendo. Mais du coup, voilà, Microsoft aurait pu de nouveau créer un peu plus de distance et vraiment être un peu en duo avec Sony. On avait vraiment les Xbox et les PlayStation un petit peu en compétition. Moi, je me rappelle
ouais, je me rappelle ça, on se posait la question PlayStation ou Xbox, ouais, on se posait pas la question de Nintendo à l'époque. En tout cas, moi, c'était mon expérience. Et du coup, bah là, avec la Xbox One, on a eu un petit problème de message, de confusion sur est-ce qu'il faut la connecter chaque jour, est-ce que... Enfin... on a eu plein de confusion sur le lancement, comment on allait pouvoir échanger des jeux ou la revente des jeux, etc. Il y a eu, voilà, on a eu l'exemple de Microsoft qui se prend les pieds dans le tapis en termes de communication et de relations presse. C'est pas la première fois, c'était pas la dernière non plus. Bref, ça arrive, c'est comme ça. Mais bon, ça a été quand même un petit peu compliqué. Et pour preuve d'ailleurs, la PlayStation 4 s'est vendue à 120 millions d'unités à l'époque, ce qui était plus du double a priori de la Xbox One, même si on n'a pas eu les chiffres officiels de la part de Microsoft à l'époque. Donc voilà. Mais maintenant, si on avance un petit peu dans le temps et qu'on regarde un peu plus aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe récemment ? Depuis 2017, on a donc la création du fameux Xbox Game Pass, donc la création en tout cas de l'initiative. Et donc là, on a assisté vraiment à un pivot ici de Microsoft qui va non seulement avoir donc le hardware avec la console, mais qui est juste un prétexte finalement, un prétexte, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut spéculer ici, un prétexte pour le Game Pass, le Xbox Game Pass. Qu'est-ce que c'est le Xbox Game Pass, pardon ? C'est une formule d'abonnement qui vous permet de bénéficier de jeux disponibles donc dans le Game Pass, ou d'acheter à prix réduit définitivement ces jeux-là, parce qu'en fait, le principe de l'avoir dans le Game Pass, c'est qu'en fait, vous l'avez pendant un certain temps, et après, potentiellement, le jeu part de l'abonnement, un peu comme ce qui se passe sur le catalogue Netflix. Vous avez des programmes qui arrivent, qui repartent, etc. Tous les mois, il y a des nouveautés, mais tous les mois, il y a des programmes qui partent. C'est un peu le même principe ici. De licences, de jeux, de contenu avec le Game Pass, et vous avez quand même la possibilité de les acheter définitivement à prix un peu réduit si vous avez l'abonnement. Mais du coup, on est sur une stratégie différente, c'est-à-dire qu'on a eu Microsoft qui a racheté, qui n'a pas arraché, mais a racheté plusieurs studios. On a eu notamment le gros coup avec Bethesda, je ne sais jamais comment prononcer ce nom, mais voilà. En rachetant la société ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars, qui a donné accès du coup à Microsoft à un large catalogue de jeux vidéo comme Elder Scrolls, Fallout, enfin voilà, c'est pas rien, comme même moi j'y connais rien, mais je veux dire, on en a entendu parler tellement de ces jeux que évidemment on sait que c'est des gros jeux, et qui a donné donc une aura un petit peu à Microsoft assez importante, à la fois en termes d'exclusivité, mais également en termes de back catalogue disponible sur le Game Pass. Et donc du coup, on a vraiment, d'une part, la stratégie Microsoft qui, ici, s'oriente vers donc une formule d'abonnement, vraiment à la Netflix-like. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc du coup, ça change aussi comment on mesure le succès finalement d'une plateforme. Ça devient un peu une plateforme entre l'abonnement et le jeu, parce qu'en fait c'est des jeux aussi, vous allez pouvoir jouer sur n'importe quel appareil, que ce soit ordinateur, smartphone, console, etc. Donc, et potentiellement des appareils qui ne sont pas de Microsoft, puisque vous pourrez y jouer sur des Android, etc. Donc c'est hyper intéressant comme stratégie. Ça ne veut pas dire que ça va être un succès, hein, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Et donc du coup, on ne mesure plus forcément en nombre de copies vendues ici pour le succès, mais ça serait plutôt en nombre de personnes qui jouent sur n'importe quel type d'appareil finalement, et les consoles ne sont plus sur le devant de la scène finalement, mais plutôt les jeux et les abonnements. Donc ça c'est hyper intéressant, surtout quand on regarde ce qui se passe du côté de Nintendo et de Sony, qui eux sont plutôt restés, en tout cas pour l'instant, vraiment centrés sur l'aspect console. Donc à voir, est-ce que Microsoft est en train finalement de pivoter, de révolutionner un petit peu l'industrie du gaming et de distancer Sony et Nintendo, ou est-ce que Sony et Nintendo sont en train de préparer quelque chose dans leur carton, surtout que quand on voit que Netflix aussi est en train de proposer un catalogue de jeux mobiles. Pour l'instant c'est jeux mobiles, mais je vous rappelle que Netflix est quand même disponible sur plein de devices différents, donc est-ce que ça va rester mobile très longtemps ? J'en sais rien. Là on est dans la spéculation, hein, mais je veux dire, ça ouvre vraiment tout un pan
d'innovation, d'histoire avec Xbox et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Du coup, j'ai fait un long monologue. Je vais en profiter quand même pour regarder ce que vous êtes en train de dire dans la chatroom. La Xbox a aussi changé l'image de Microsoft aux yeux du grand public car depuis le lancement de cette console, Microsoft n'est plus seulement un incontournable et ennuyeux éditeur de logiciels. Complètement d'accord, Laurent. Ah, merci beaucoup d'avoir partagé ton commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça a aussi changé tout à fait la perception des gens par rapport à et du grand public et des consommateurs hein, par rapport à Microsoft. Et clairement, on peut faire le lien entre ok, cette société remonte un petit peu dans mon estime, du coup, je vais peut-être regarder un peu plus leurs produits. À noter que la dématérialisation et le Game Pass signent l'arrêt de mort des revendeurs de jeux vidéo. Griffon, c'est possible. Ça signe aussi peut-être la compétition sur les plateformes comme Steam, etc. Donc des nouveaux acteurs qui ont su se réinventer. Tu sais, là, tu as un peu l'histoire des loueurs de cassettes vidéo ou de DVD versus les plateformes de streaming, quoi. Tu peux pas empêcher, entre guillemets, le progrès sous prétexte qu'il va y avoir des emplois de supprimés. Le mieux, c'est comment mieux gérer la transition, finalement. Ça paraît peut-être insensible, mais en fait, c'est inévitable qu'on ne peut pas stopper le progrès. On peut juste gérer cette transition au mieux, au lieu d'essayer de freiner des cas de fer, quoi. Ouais, le cloud, évidemment. C'est vrai que j'ai parlé de connectivité, mais le cloud aussi est hyper important. Secteur, je vous rappelle, où Microsoft est phare, un acteur phare avec Azure et compagnie. Donc, c'est pas tout à fait étonnant aussi qu'il soit fort là-dessus. Et là, on a vraiment, en tout cas, une vraie stratégie software ici de service que Microsoft propose qui est hyper, hyper intéressant. Et c'est vraiment un changement où ils étaient à l'origine assez focus sur du hardware et sur lequel ils ont vraiment pivoté plutôt service. Excusez-moi. La dématérialisation des consoles pourrait permettre de rétribuer la puissance non attribuée. La puissance du parc de la PlayStation 5 est supérieure au top 50 des supercalculateurs. Là, je savais pas ça. On a qui râlent quand même sur Microsoft. Hein. Teams, c'est l'enfer sur Terre. Je sais pas, j'ai jamais testé. J'avoue que j'ai pas envie de tester. La dématérialisation avait déjà commencé. La moitié des Micromania sont réservés aux goodies depuis un moment. C'est vrai que Micromania, quand même, chaîne emblématique de vente de jeux vidéo qui a dû se reconvertir tant bien que mal. Juste pour info, qui offre encore des DVD Blu-ray à Noël, beaucoup moins qu'avant, je pense. Clairement. Siro 01, je pense en effet qu'on peut le faire. En effet, il y en a beaucoup moins. Moi, j'ai appris à détester Microsoft depuis mon plus jeune âge. Je ne change pas une tradition. Gigri 25, c'est triste quand même. C'est triste parce qu'en fait, tu pars du postulat que si à un moment donné Microsoft devient le meilleur sur le marché, tu changeras pas d'avis. C'est triste quand même. Il faut savoir se réinventer et regarder ce qui se fait et voir ce qui est le plus adapté à toi. Bref, voilà en tout cas pour Microsoft, je pense qu'on a fait le tour. Mais je vous conseille vraiment l'article de protocole, il est très bien foutu. Très accessible, donc voilà, n'ayez pas peur de langage trop soutenu en anglais, il est assez accessible et c'est un bon retour en arrière sur les 20 ans et qu'est-ce qui arrive maintenant pour Microsoft. On continue tranquillement, il est 8h53. Donc on va continuer cette fois-ci avec Apple, comme je vous le disais un petit peu en introduction de ce mug. Apple se fait un peu taper sur les doigts. Il y avait eu des plaintes notamment et des soupçons de pratiques pas très très faires du côté d'Apple.
notamment de faire des pubs pour rediriger les utilisateurs dans les résultats de recherche, les rediriger vers l'App Store pour télécharger l'application au lieu de rediriger vers le site web où ils auraient pu souscrire à l'abonnement sans que l'éditeur perde la part Apple, du coup, si l'abonnement avait été contracté via l'App Store. Vous le savez, hein, il y a pas mal de sociétés qui essayent de motiver les gens à passer à l'abonnement en ligne pour ne pas avoir les 30% de commission, 30%, 15% les années suivantes de commission d'Apple sur l'App Store. Et en fait, il y a eu plusieurs plaintes. Il y a eu d'une part, on accuse Apple de faire de la pub sans prévenir forcément les éditeurs. Voilà, d'une part, il y avait ça. Et d'autre part, la plainte la plus importante qui avait été faite, c'est que Apple surenchérissait sur les pubs AdSense, donc les pubs Google dans le moteur de recherche du coup Google, pour apparaître en premier résultat, pour rediriger et court-circuiter finalement les gens quand ils font une recherche sur le service et ne pas atterrir sur le site internet et souscrire sur le site internet, mais atterrir en premier sur la pub Apple App Store et donc souscrire là. Et donc du coup, de créer de la compétition peut-être un peu déloyale pour l'éditeur. Parce que du coup, l'éditeur, il devait surenchérir, donc payer plus cher, encore une fois, sur ses propres pubs pour après apparaître en premier résultat. Donc voilà, donc c'était vraiment ça un peu le cœur de la plainte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Apple s'est exprimé. Ils ont dit d'abord qu'ils sont en contact quotidien, pas quotidien, mais en contact j'arrive plus à parler, en contact proche, pardon, avec les éditeurs d'applications et de services, et qu'ils les informent quand ils font des campagnes de publicité, ou en tout cas, c'est dans les conditions générales d'utilisation de l'App Store aussi, donc en gros, quand vous publiez une application sur l'App Store, vous autorisez Apple à faire de la pub pour l'application présente sur l'App Store. Donc voilà, vous conseillez à ça. Ce qui peut être un avantage d'un côté... Excusez-moi, je m'étouffe un petit peu. Ce qui peut être un avantage parce que du coup, Apple lui-même prend en charge les frais de campagne publicitaire. Juste pour vous donner un exemple... les campagnes de pub représentent notamment en 2020, que ce soit par email, des pubs en ligne ou des réseaux sociaux, ont achevé 70 milliards d'impressions en 2020 et ils ont notamment fait featurer 130 000 apps sur l'App Store. Vous savez, les features, c'est quand on met en avant les applications dans différents placements, l'application du jour, les tops d'applications, etc. Voilà, à travers donc plusieurs chaînes Apple ou moyens de communication Apple. Donc ça, c'est pas mal, 70 milliards d'impressions en 2020. Voilà, c'est des impressions finalement gratuites pour booster la présentation. Je vais pas y arriver. Je bois un petit peu. Donc voilà. Donc d'un côté, on peut argumenter que c'est de la pub gratuite pour les éditeurs. De l'autre côté, si la pub vient concurrencer une pub déjà existante de l'éditeur, et que du coup ça redirige pour les applications qui ont un abonnement sur le web sur l'abonnement App Store, on peut se poser des questions. Et ici, Apple n'y répond pas. En tout cas, l'article que moi j'ai n'adresse pas du tout cette plainte-là. Donc à voir. Après, c'est vrai que Apple n'a pas trop d'intérêt à se mettre les développeurs à dos ici. Donc à la fois, ils ont ce positionnement-là, et à la fois avec les grandes sociétés du type Spotify, Epic Games et compagnie, ils sont quand même en litige. Donc à voir. Oui, j'ai un chat dans la gorge. Les miels robes, non, même pas Fennec ses petits yeux. Fennec petits yeux. Je sais pas, j'ai avalé de travers. Après, pour l'instant, il n'y a rien qui interdit ce genre de pratique. Donc on peut partir du principe que c'est du business. Et puis on peut avoir des pratiques plus ou moins faire. Ça, c'est notre propre avis. Voilà. Donc en tout cas, voilà pour Apple. L'autre point, ils se sont fait taper sur les doigts et ils ont consenti à
a du coup à payer 30 millions de dollars aux employés dans une affaire. C'est comme je vous le disais, c'est une affaire qui a été lancée il y a maintenant 8 ans, donc ça remonte. Hein. Ça a été mis de côté par le juge en Californie en 2015, mais après un appel, finalement, la Cour suprême de Californie, en février 2020, a défini que Apple devait dédommager finalement les utilisateurs. Je vois que le... non, c'est bien une actualité récente. Ok, ça a été fait en février 2021, en 2020. Mais c'est bien une activité récente qui a été postée hier. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe L'origine de l'action en justice remonte au fait que les employés se sont plaints que certaines fois, ils devaient attendre jusqu'à 45 minutes après leurs horaires de travail pour avoir leurs effets personnels vérifiés. Donc que ce soit les sacs, les porte-monnaies, les appareils personnels, etc. pour qu'ils soient fouillés. Pourquoi fouillés Eh bien, tout simplement parce qu'Apple disait que c'était la procédure qui était nécessaire pour s'assurer que les vendeurs, ou en tout cas les employés qui étaient dans tout ce qui était la vente de services ou d'appareils Apple, n'étaient pas en train de voler des produits. Quand on parle de confiance sur le lieu de travail, on est en plein dedans. C'est super sympa. Après, Apple n'est pas connu pour faire super confiance à ses employés. Je vous le rappelle que quand même, le silo chez Apple est quand même bien connu entre les services pour éviter que justement il y ait des fuites sur des nouvelles annonces ou des prototypes d'iPhone ou d'appareils en train d'être développés. Donc les équipes travaillent de manière assez indépendante et ne communiquent pas forcément entre elles. Et donc du coup, je suis à moitié étonnée finalement d'apprendre ça. Et donc du coup, le problème, en fait, c'est que ces employés-là, durant ces 45 minutes après leurs horaires de travail, mais ils n'étaient pas dédommagés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas payés. Ils ne pouvaient pas récupérer le temps ailleurs, etc. Donc c'est quand même assez pénible, en plus de l'humiliation d'être fouillé devant les clients, certaines fois. C'est ce qu'ils disaient. Ils étaient des fois, voilà... vérifier et fouiller en face des clients dans la boutique, ce qui était assez humiliant pour les employés. Et donc du coup, ça y est, Apple a accepté maintenant de dédommager à hauteur de 29,9 millions de dollars, très exactement, les employés qui ont fait partie de cette action en justice. Fennec, Petit Dieu, Apple, ils font même des fausses confs en interne pour voir si ça fuite et trouver le coupable. What? Je suis pas du tout au courant de ça. J'en ai jamais entendu parler. C'est fou ça. C'est fou, c'est fou. J'espère pas. Bref. Donc voilà en tout cas pour Apple. Bon, on a fini un petit peu de taper sur les doigts d'Apple. On va parler de quelque chose d'un peu plus positif pour continuer. Et cette fois-ci, c'est la fonctionnalité SharePlay. SharePlay qui a été annoncée avec l'arrivée d'iOS 15 pour Apple. Donc c'est une fonctionnalité qui vous permet tout simplement de partager du contenu, une expérience de consommation de contenu sur vos appareils iOS. Lorsque vous faites un Apple FaceTime. Donc le principe, c'est de partager l'expérience avec quelqu'un. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça peut être à la fois, comme je vous le disais dans l'introduction, le summarion tout à l'heure, de la musique, des shows télévisés, que ce soit jouer à des jeux vidéo, etc. Vous pouvez le faire en même temps que vous faites un appel FaceTime et de partager l'expérience avec des amis ou des membres de la famille. Et donc du coup, on a de plus en plus d'applications qui sont mises à jour du coup pour faire profiter de cette expérience SharePlay. Et la dernière en date, ici, dont je voulais mentionner ce matin avec vous, c'est TikTok. TikTok, alors, j'allais dire, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent dans la chatroom, mais en fait, je ne sais pas vraiment, donc en fait, à vous de me le dire, mais entre guillemets, TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous ouvrez l'application TikTok, vous avez deux onglets en haut de l'application. Vous avez un onglet abonnement, qui est là où vous allez retrouver un petit peu tous les TikTok des abonnements que vous suivez, tout simplement. Donc moi, j'ai plein de créateurs que je suis. J'aime beaucoup l'animation traditionnelle et donc j'ai des animateurs voilà, en stop motion ou même dessin. Il y en a un qui me fait beaucoup rire avec des petits sketchs animés, etc.
Voilà, donc je les suis. Et puis vous avez un autre onglet qui s'appelle pour vous, for you, à côté. Et donc là, ça va être l'algorithme de TikTok qui vous propose les meilleurs TikTok pour vous en fonction de ce que vous suivez, ce que vous consommez, etc., de votre interactivité sur la plateforme, tout simplement. Et en fait, ce qui va se passer donc pour l'expérience SharePlay, comment ça se passe déjà? Parce que alors moi, je connaissais pas du tout. Hein. Je pense que j'avais raté un train quelque part. J'avais raté la fonctionnalité SharePlay. Donc comment ça se passe? Vous lancez un appel FaceTime avec quelqu'un. La personne doit évidemment décrocher de l'autre côté. Vous ouvrez TikTok. Vous atterrissez directement sur l'onglet For You, donc vous êtes déjà sur le bon onglet. Et là, tout en haut à droite, vous allez trouver un petit icône SharePlay. Je savais même pas que c'était SharePlay, hein. C'est un espace d'écran avec un petit icône dans le coin de l'écran. Donc vous avez cette icône SharePlay, quand vous cliquez dessus, vous pouvez partager l'expérience TikTok. Du côté de votre ami, membre de la famille de l'autre côté de l'appel FaceTime, il aura donc la possibilité de synchroniser l'expérience TikTok. Et à ce moment-là, du coup, l'expérience TikTok, c'est plus for you, mais for us. Donc c'est plus pour toi, mais pour nous. Donc du coup, c'est un peu bizarre parce que ça change un petit peu les modalités, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre le for you pluriel et singulier, donc du coup, ils ne pouvaient pas vraiment garder for you, alors qu'en français, ça fonctionne. Mais bon. Et donc, je ne sais pas d'ailleurs si TikTok, c'est en français au niveau du titre. Je crois que c'était for us et for you quand on l'a testé hier. Attendez, je regarde. Ah non, oui. Non, non, moi j'ai bien le changement, c'est-à-dire que je l'ai en français, c'est-à-dire le titre est pour toi, et donc j'ai vu pour nous hier. Donc là, ça fonctionne bien, parce qu'en France, en français, on a bien le changement pluriel. Et donc, du coup, vous avez ce titre qui change. Et a priori, ce qui se passe, c'est que du coup, à ce moment-là, le pour nous, le flux, devient une symbiose, ou en tout cas une synthèse des recommandations de la personne que vous avez sur l'appel FaceTime et du vôtre, de vos propres recommandations. Et donc, vous pouvez scroller chacun. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand la personne sur l'appel FaceTime fait une action, vous le voyez, c'est-à-dire vous avez une petite bulle d'appel FaceTime qui vous dit, je ne sais pas si c'est FaceTime ou TikTok, honnêtement je ne sais pas comment ça se passe en termes de synchronisation entre les deux apps, mais vous avez reprise par Jérôme, parce que j'ai testé avec Jérôme hier soir. Et quand moi, je swipe, je suppose que lui, de son côté, doit voir reprise par Marion. Donc c'est intéressant. Et donc, vous avez le flux qui évolue tout seul. Alors, autant vous dire que oui, il y avait des TikTok un peu liés à la tech, mais j'ai pas vu de TikTok liés à mes abonnements. C'était un peu bizarre. Bref, c'était pas super intéressant. Alors oui, on avait des trucs sur les chats. Évidemment, on est des grands consommateurs de vidéos ridicules sur les chats. Mais voilà. Donc en tout cas, vous pouvez tester l'application SharePlay maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, dans la chatroom? Comment on sait que l'application est compatible avec SharePlay? Tout simplement, vous pouvez voir un icône. Quand vous avez des bouts d'expérience qui sont compatibles, vous allez voir l'icône SharePlay. Je ne sais pas si je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être dans l'article d'ailleurs. Hein. J'étais en train de chercher, mais... Est-ce que là, peut-être, il y a une... Ah, voilà. C'est ça, je crois, l'icône. Bon, je me rappelais même pas du bon icône. C'est en fait une personne avec des petites ondes. Donc ça, a priori, c'est l'icône SharePlay. Ça, c'est une capture d'écran d'un tweet. Voilà. A priori, ça ressemble à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que sur TikTok, en tout cas, l'expérience fait vraiment sens. Parce qu'en fait, les gens ont déjà l'habitude de se partager des vidéos entre eux. Donc de pouvoir profiter de regarder des vidéos ensemble, c'est vraiment une extension très logique finalement de l'expérience TikTok en elle-même, quoi. Ah ben voilà, c'est ce que Caribou dit exactement dans la chatroom. On se partage beaucoup de TikTok avec ma sœur, ça aurait été cool, mais elle est sur Android. Oh le fail. C'est oui, non. Ouais, c'est toujours le problème de ces fonctionnalités qui sont disponibles uniquement du coup sur une plateforme et pas sur l'autre. Donc du coup, Caribou, il faut que tu te fasses des amis sur iOS. D'ailleurs, je t'ai pas trouvé sur TikTok. Je crois que je te suis pas sur TikTok.
Attendez, je regarde en live. Est-ce que tu fais partie de mes abonnements? Sachant que moi, je ne poste strictement rien. Je ne comprends pas comment TikTok fonctionne. Donc, je serais absolument pas intéressante à suivre. Donc, n'y pensez même pas. Est-ce que je peux trouver l'utilisateur Caribou? Je trouve pas. Ah, ah. Ah, si! Trouvé! J'espère que c'est. Il n'y a que toi qui as ta photo de profil. Je suis. Hop! Voilà. Comment suivre en direct? Je harcèle Caribou en direct. Je fais des demandes d'amis. Donc voilà, en tout cas, pour ceux qui veulent tester, il faut avoir un ami sur iOS. Il faut vous-même être sur iOS, évidemment. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à tester, justement. Mon amour pour ma sœur est plus important que tout le reste. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est quand même sympa de pouvoir tester les features. Mais c'est beau quand même. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes curieux de voir justement un exemple de fonctionnalité SharePlay, qui est exactement en fait le cas d'utilisation que d'ailleurs Apple avait montré dans sa présentation de la feature. Donc c'est hyper intéressant parce que TikTok l'a mis en place relativement rapidement. Et donc du coup, vous pouvez dès maintenant l'utiliser. Alors pour l'instant, la fonctionnalité SharePlay est limitée à l'iPad et à l'iPhone. Donc c'est pas disponible encore sur macOS 12.1. Il va falloir un petit peu patienter. A priori, ça va être disponible dans les semaines à venir. Voilà, donc comme quoi, c'est encourageant, quoi. Ça peut être hyper intéressant. Voilà pour SharePlay. Il est 9h10. Comme je m'en doutais, je ne vais pas avoir le temps de faire les 2 derniers articles. Je vous propose de passer directement au camp de fac, mais juste avant, juste avant, on va en profiter quand même, avant de s'étouffer, pour remercier toutes les personnes qui soutiennent Nowtech à leur manière. Donc il y a différentes manières de nous soutenir, vous le savez. Il y a à la fois, regardez, nous suivre. Donc un grand merci à tous ceux qui sont dans la chatroom, tous ceux évidemment qui nous soutiennent via Twitch, avec des abonnements et compagnie, tous ceux qui offrent, tous ceux qui font des subs et compagnie. Donc un grand, grand merci à vous. Mais ne serait-ce que regarder, c'est trop bien de vous avoir en compagnie, ne serait-ce que prendre la peine aussi de faire des petits commentaires de temps en temps, c'est trop cool aussi de discuter avec vous. Donc merci de ne pas me laisser en plan quand je pose des questions. C'est vraiment chouette d'avoir de l'interaction avec vous. Un grand merci à ceux qui nous regardent sur YouTube, évidemment, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à ceux qui partagent nos vidéos à leurs amis, leurs proches, à qui ça pourrait plaire. Ça aussi, ça nous aide à être un peu plus connus et à atteindre un peu plus de monde, tout simplement. Et à ceux aussi qui peuvent se permettre de nous soutenir aussi sur Patreon, financièrement, même si, évidemment, n'importe quel don soutien nous aide, que ce soit les 1 € ou les montant plus important, et évidemment ceux aussi qui pensent à utiliser les liens d'affiliation, surtout à cette période de Noël là qui arrive, où on commence à s'exciter à faire des cadeaux de Noël pour la famille et les amis. Voilà, si vous y pensez, n'hésitez pas à utiliser nos liens d'affiliation. Vous pouvez tous les trouver de toute façon sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez oublié les liens. Vous pouvez nous les demander aussi. On fera l'effort évidemment de vous partager les liens d'affiliation. D'ailleurs, Samuel vous les partage à l'instant dans le chat. Donc tout ça, ça nous aide. Les liens d'affiliation, ça ne vous coûte pas plus cher. Donc c'est une chouette manière de nous soutenir. Et ça nous permet tout simplement de payer les salaires des personnes qui travaillent sur la chaîne et donc rémunérer cette merveilleuse équipe avec qui on travaille. Je dis ça parce que c'est trop cool. On a une équipe vraiment très très chouette. Donc ça fait chaud au cœur. Un grand merci à vous. Donc pensez-y, si à un moment donné vous avez envie de soutenir des créateurs, pensez à Nowtech et vous pouvez soutenir de différentes manières. Voilà. Un grand merci à vous, et puis on enchaîne avec les camps de fac. Moment camp de fac, et du coup je vais faire appel à mon co-animateur qui est en train de dormir le pot, je l'ai réveillé. Voilà.
la petite boule de poils ici qui ronronne. Faut que je le fasse ronronner un peu plus fort pour que vous l'entendiez. Voilà. Comme ça vous détend. Donc là, on est dans le moment détente avec le petit ronron. C'était le moment ronron du camp de fac. Voilà. Ouais, il a grandi, ouais. Ils ont bien grandi. On entend bien. Hop, voilà. Le ASMR chaton. Ouais, en fait, je devrais vous faire. On devrait carrément enregistrer pour avoir un petit moment comme ça lors d'une camp de fac, avoir un petit fond ASMR pour détendre et aborder la semaine en petite douceur et boule de poil. Concept de chaîne. Complètement. Et donc, du coup, est-ce que vous avez des questions? Je vais rester quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez. Je craque, il est trop mignon. Bah, nous aussi, on craque. Hein. On craque tous les jours, même quand ils font des bêtises. Sauf que là t'as des dents très longues maintenant. C'est plus possible de faire ça. Hein? Désolée, je suis allergique. Bon, ben ça va, tu peux quand même en profiter en vidéo. Hein. Il n'y a pas de risque d'allergie normalement. Alors non, n'appuie pas sur le micro pour me muter. Hein, quand même. Censuré par son chat, vous imaginez? Le chat, il est à combien d'euros? Il ne se vend pas, le chat. Il ne se vend pas. Il est adopté pour la vie. C'est plutôt un conseil à ne pas regarder. Y, le dernier homme, c'est une perte de temps, il ne se passe pas grand-chose à éviter. Écoute, merci Télévore, c'est vrai que je fais rarement de contre-recommandations. Mais c'est toujours intéressant d'éviter de faire perdre du temps quand même aux gens. Et pourquoi tu disais donc qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est une perte de temps. C'était quoi le principe, la promesse que tu avais en tête avec ça? Oui, une adoption, c'est pas gratuit, tout à fait. Mais en fait, tu dédommages finalement l'association. En tout cas, nous, on est passé par une association. Tu les dédommages pour les frais et les soins qu'ils ont eus pour sauver les chatons et les prendre en charge. Donc, c'est pas une notion d'acheter un chat, c'est une notion de dédommager l'association qui prend en charge les frais. Merci Samuel de partager le lien de l'association KitKat, ouais. Pour les chats, pour ceux qui sont intéressés, c'est l'association qu'on a utilisée. Non, c'est l'association qu'on a utilisée pour trouver nos petits chatons. Pour moi, c'est The Walking Dead sans zombies et sans hommes. Oula, tu le vends bien. Tu le vends super bien. Il y a plein d'assos, ouais, tout à fait. Il y a plein d'assos. Surtout si vous êtes en région parisienne, c'est très facile Enfin, très facile. Pas très facile de trouver. Et puis là, on n'est plus vraiment... Ça dépend ce que vous recherchez aussi. On n'est plus vraiment dans la période chaton. Mais oui, en France, en général, il y a quand même pas mal d'associations. Regardez près de chez vous. C'est plus facile quand même pour voir si vous avez le coup de cœur ou pas avec les chatons. La saison 2 du Morning Show est bien, tu l'as regardé? Non, je ne l'ai pas encore regardé, Mehdi. Alors, on se frotte pas au micro. Je ne l'ai pas encore regardé, je suis un peu en retard. Puis j'ai lu des choses qui m'ont un peu refroidi sur The Morning Show. Du coup, ouais, j'ai lu des choses qui m'ont pas donné envie de regarder la saison 2. Mais je pense quand même que quand j'aurai rattrapé peut-être mon retard, j'essaierai de la regarder. J'ai regardé Billion de l'Arcotte conseillé par Jérôme, c'était ouf, ultra intéressant. Ah mais oui, sur Google. Il m'en a parlé aussi, il faut que... Je sais plus sur quelle plateforme c'est, il faut que je me la mette, en favori pour la regarder. Il y a des associations pour les hamsters. Il y a des associations qui s'occupent aussi de petits animaux de compagnie, de lapins, de hamsters, pourquoi pas. Vous en pensez quoi de Murder Inté Building? C'est quoi? Géojo Game, je comprends pas ton message.
Qu'est-ce que tu as lu de pas cool sur la série? Qu'est-ce que j'avais lu? Je sais plus, il y a un acteur qui arrive dans la série. Euh, et je sais plus exactement. Je suis pas capable de te dire. J'ai une mémoire de poisson rouge en plus. Mais du coup, ça m'a laissé un mauvais pressentiment sur la saison 2. C'est pour ça que j'ai pas encore commencé. Et je suis désolée, je suis pas capable de te dire ce que j'ai lu. Ah non, The Morning Show était topissime. Ah, attendez, je vais essayer de vous retrouver ce que j'avais vu sur The Morning Show en négatif. Parce que là, je suis en train de porter préjudice à la série sans vous expliquer pourquoi. Alors, on a prévenu une chute de micro. Ah, on va faire descendre le chat là. Hop. Season 2. Est-ce que je trouve quelque chose? Est-ce que je vais trouver quelque chose? Pas sûr, hein. Pas sûr, non, je trouve... Oh là là, les gens qui postent le fait qu'ils regardent chaque épisode sur Twitter, franchement, c'est... Non mais sérieux, quoi. J'ai que des TV Time tweets, là. C'est insupportable. C'est complètement inutile. Ah là là. Bon, bah écoutez, je suis pas capable de vous dire. Est-ce que si je fais hashtag, euh, je sais pas s'il faut que je mette The Morning Show. Qu'est-ce que je vais trouver si je tape ça? Ah oui, il y a une actrice que moi j'aimais bien de The Good Wife. Du coup, c'est vrai que ça me motive un peu. Euh, Je regarde, hein. Il y a Sarah Paulson? Non. Il y avait une actrice qui ressemblait à Sarah Paulson. Qui est une actrice que j'aime beaucoup. Euh, Ah, il vaut le coup le dernier épisode où j'arrête les frais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, elle a l'air très déçue. De plus en plus de rebondissements. Aniston en fait un peu trop. Ouais, c'est ce que j'aime pas du tout dans le jeu de Jennifer Aniston. Je suis désolée, hein, pour les fans de Friends, je trouve que Jennifer Aniston a toujours joué comme un pied. Euh, Arrête les frais, c'est vraiment infâme. Bon, j'ai toujours pas d'explication sur pourquoi c'est pas bien. Je vais peut-être arrêter là. Vous savez quoi? On fait un petit deal. Je regarde. Je commence à regarder cette semaine et en fonction de combien d'épisodes j'ai réussi à regarder, je vous dis la semaine prochaine ce que j'en pense. Ok, deal? Parce que là, je vous ai quand même dit The Morning Show saison 2 c'est nul alors que j'ai rien regardé. Donc c'est pas cool pour la série. Et donc du coup, je vous fais le petit deal que je regarde les épisodes cette semaine, je vois si j'arrive à avancer et je commence à vous dire mes premières impressions la semaine prochaine. Voilà. Euh, Marion slash plus collègue impec. Ah oui, parce que j'ai craché sur le jeu d'actrice de Jennifer Aniston. Non, mais quand même. Cette saison 2 est prenante de ouf, ça fait longtemps qu'une série m'a pas attiré comme ça. Ah, mais dis, ouais, tu la vends bien en tout cas. Tu la vends bien. La saison 2 est vraiment bien, même s'il y a des longueurs. Ola Impec, elle fait son show, elle a un seul jeu d'actrice dans cette saison, son attitude de labrador aux grands yeux, et sinon elle chiale, ça va bien 5 minutes. Ah ouais, non, je trouve qu'Olek est pire que moi, là. Olek est pire que moi. Morning Show était déjà à bout de souffle à la fin de la saison 1. Oh, ouais. Ouais. Ah, je sens que ça divise beaucoup, là. Hein. Saison 2, Morning Show, ça divise. Bah voilà, donc on se donne rendez-vous semaine prochaine.
Voilà, c'est décidé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, ne marche pas sur le clavier. Je vous donne mes premières impressions sur The Morning Show. Et oui, Swan68net, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé d'Invasion, mais on regarde la série, on est à jour. Donc on attend le prochain épisode. Mais comme voilà, c'est un épisode par semaine, on attend un petit peu de... Enfin, j'attendais un peu d'en voir un peu plus avant de vous donner mon retour sur la série Invasion. Mais oui, on regarde, série disponible, extraterrestre, invasion qui arrive sur Terre, catastrophe, beaucoup de morts, morts dégueux, voilà, petit jumpscare et compagnie. Voilà, donc Invasion sur Apple TV, pour ceux qui sont intéressés. C'est bientôt aussi la fin de Fondation. Sniff, on pourra en parler, hein, si c'est décevant, pas décevant. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui sont déçus d'Invasion. Voilà, mais on en parlera. Mais la semaine prochaine, c'est The Morning Show, parce que c'est pas bien de dire du mal d'une série quand on l'a pas regardée. Je suis complètement d'accord. Et donc, on en parlera ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais au-delà de ça, ne ratez pas le mug de ce jeudi avec Guillaume, mais pas que, puisqu'il y aura en invité Bastille UI. Donc, ça sera sympa, très bonne ambiance, ça promet. Donc, vous le savez, prenez rendez-vous pour ce jeudi. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On va regarder si on va lancer... C'est pas si, mais avec qui on va lancer un petit raid, quand même, avant de se quitter. Et ben on va enchaîner avec Flonflon. Flonflon qui était dans la chatroom il y a pas longtemps, et qui du coup a fait son live. Et ben on enchaîne avec lui. Hop. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Bye bye.